Espace TV, le 22h. « 22h à Kangama, c'est à Wendekenama Gekedo, également à Bissikirima Dabola. Vous nous regardez partout dans le monde. Bonsoir. Merci de regarder Espace TV pour nous informer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Est-ce un faux bon? En tout cas, il était annoncé, mais il s'est plutôt fait représenter. C'est bien le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui était attendu à la grande mosquée de Bambeto, s'est fait remplacer par un membre du CNRD qui, avec les sages des coordinations régionales, ont prié pour les victimes des manifestations politiques en Guinée. Violée, enceinte et ensuite faite avorter par ses bourreaux, la situation de Massila continue d'indigner les opinions et susciter de la compassion à travers le pays. Ce vendredi, la chef de cabinet du ministère des Droits de l'Homme et de l'Autonomisation des Femmes était à son chevet à l'hôpital Ignace Dine. Après 5 bonnes années de loyaux services rendus à l'OMS et à la Guinée, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé rejoint les Nations Unies. De nouvelles aventures commencent. En prélude à son départ, une cérémonie d'adieu et d'hommage a été organisée en son honneur. Ce vendredi à Conakry, vous entendrez le professeur Joseph Kizerbo dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir. Le président de la transition guinéenne a reçu ce jeudi au palais Mohamed VI les ambassadeurs de la CEDEAO en poste à Conakry. Au centre des discussions, le processus de transition en cours en Guinée. Lors des échanges, le colonel Mamadi Doumbouya s'est dit disposé à écouter les conseils et recommandations de l'organisation ouest-africaine. Quant à cette dernière, elle apprécie bien les actes désapposés par le CNRD en Guinée. Diene Bemba Koulibaly nous fait le point. Au cours de cette rencontre entre le président de la transition et les ambassadeurs de la CEDEAO, des questions liées à la transition guinéenne ont été abordées. Le colonel Mamadi Doumbouya a dans son intervention rappelé que le coup de force du 5 septembre dernier a pour but d'ouvrir une ère nouvelle à la Guinée, de réconcilier les Guinéens et de bâtir des institutions fortes. Sur la durée de la transition qui focalise toutes les attentions, le chef de l'État rassure. Nous sommes conscients que la question du délai de la transition cristallise des débats et des attentions. Sur ces sujets, je voudrais réitérer devant vous, messieurs les ambassadeurs, que notre volonté ferme et inaltérable est de mettre les Guinéens ensemble pour décider, bien entendu, de l'avenir qu'ils souhaitent pour leur pays et des fondations irréversibles cette fois-ci. Pour réussir cette transition, le chef de l'État a exprimé sa ferme ambition d'être accompagné par la CEDEAO. C'est en tenant compte de cette exigence d'un chronogramme réaliste et consensuel sera élaboré avec l'ensemble des forces vives du pays. Dans cette œuvre, nous espérons bénéficier de l'accompagnement de la CEDEAO et pouvoir tirer profit de son expérience dans la conduite de la transition, tout comme d'ailleurs de celle d'autres pays de la sous-région. La délégation de l'organisation ouest-africaine se dit satisfaite du déroulement de la transition en cours en Guinée et réitère son engagement à accompagner le pays. Nous avons bien noté votre exposition et celle de ma collègue. Donc nous sommes ici chez vous, compte tenu de la situation, mais c'est surtout pour collaborer, pour aider. Nous sommes en train de transmettre votre préoccupation à notre responsable à Abuja. Et j'espère que tout va aller très bien au bien du peuple de la Guinée. Et je vous souhaite un bon succès. Je profite de l'occasion pour vous féliciter de votre fonction qui est vraiment très importante parce que je constate que le peuple guinéen attend beaucoup de vous. Et je félicite aussi Monsieur le Premier ministre
Monsieur le Président, Son Excellence. Et je pense que nous allons tout faire qu'ensemble, comme l'organisation de la CEDEAO, pour aider la Guinée et dans cette phase très importante pour la Guinée, pour le peuple de la Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya a à son tour apprécié les actions des diplomates de la CEDEAO. Je vous le disais au sommaire, il était annoncé à la grande mosquée de Bambeto ce vendredi pour la prière, mais malheureusement, il n'est pas venu finalement, il s'est fait remplacer. Toutefois, le colonel Mamadi Doumbouya partage l'initiative qui consiste à rapprocher les cœurs des fils et filles du pays. Les 4 coordinations régionales appellent à l'unité et ont prié pour le repos des victimes de violences politiques en République de Guinée. Mamadou Sadio Baldé et Aboubakar Din Kamara étaient de la partie, suivez leur compte rendu. Sibe Imolé, une lecture du Saint-Coran. Les coordinations régionales encouragent le chef de l'État à persévérer dans la dynamique actuelle et prient le Seigneur pour le guider sur le droit chemin. Président de la République, nous prions Dieu qu'il soit l'homme qui va redresser le pays. Que Dieu fasse de lui un homme équitable qui prend le pays au même pied dans le partage. Que personne ne soit oublié, que rien ne soit oublié. La construction du futur passe par affronter la réalité et tenter de trouver la solution appropriée, explique le représentant du président de la transition. Parce que je sais que nous, la Basse-Côte, la Haute-Guinée et la Guinée forestière, nous avons eu beaucoup de difficultés comme le Fouta. C'est toute la Guinée qui a eu des difficultés. Mais pour vous, ça a été exagéré comme la forêt. C'est pourquoi les 2 coordinations, nous devons demander pardon au nom du chef de l'État. Le diagnostic posé, le remède trouvé, il revient aux patients de prendre le produit prescrit, soutient Mohamed Bangoura. De pardonner parce que c'est le moment. De pardonner parce que c'est le moment de l'unité nationale. Et qu'on se parle les yeux dans les yeux pour finir les problèmes de la Guinée. Il faut que nous conjuguons les mêmes verbes. Il faut que le Soussou ose de saluer le Peul. Il faut que le Malinké ose de saluer le forestier. Il faut que nous discutons entre jeunes. Il faut que nous nous mettons ensemble pour développer ce pays. Cette démarche est salutaire, soulignent les citoyens qui rappellent la nécessité d'aller en profondeur pour tourner les pages sombres du pays. Je pense qu'il faut féliciter l'initiative des sages des 4 régions. Si on accompagne ça de la justice pour toutes les victimes. Un sermon sobre mais plein de sens de l'imam qui appelle au pardon et à l'unité nationale. C'est l'une des faiblesses de la charte de la transition, l'absence de la disposition obligeant le président et les membres du CNRD, les ministres et les hauts fonctionnaires à déclarer leurs biens quelques jours après leur prise de fonctions. La Constitution de 2010 pourtant le prévoyait, cette disposition, mais la charte, elle, n'a pas fait mention de cette disposition qui pourtant peut bien aider à lutter efficacement contre la corruption. Mamadou Saliouba, Abdoulaye Kamara se sont intéressés au sujet suivant. Au Sénégal, au Niger et au Ghana, c'est l'un des premiers leviers dans la lutte contre la corruption, la déclaration des biens ou du patrimoine des nouvelles autorités. En Guinée, la Constitution dissoute prévoyait cette disposition. Mais la nouvelle charte qui fait office de loi fondamentale n'oblige aucun membre du CNRD à déclarer ses biens. Pour Mamadou Babadiko, c'est une marche en arrière. Aujourd'hui, nous regrettons d'être les seuls sur la place, aussi bien sur le plan politique que dans la société civile, à demander la déclaration des biens qui est pourtant fondamentale si on ne veut pas retomber dans tous les errements qui ont entraîné la faillite de ce pays après 63 ans d'indépendance. Avec cette charte, difficile pour la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les services fiscaux de connaître les biens ou de lutter contre la corruption. Juridiquement, rien n'oblige les nouvelles autorités, mais Dr Moussa Fantakourma ne le cache pas. C'est une des faiblesses de la charte. Si vous prenez le texte constitutionnel de 2010, en son article 36, il est prévu que le président de la République, après prestation de serment, 48 heures après prestation de serment, adresse à la Cour constitutionnelle une déclaration écrite de ses biens. Alors cette déclaration
devait aussi être retourné à la Cour des comptes et aux services fiscaux. Cet exercice était valable également pour le président de l'Assemblée nationale, pour les ministres. Les rédacteurs de la charte ont-ils omis cette disposition? Pour une bonne gestion de la chose publique, Mamadou Babadiko demande au président du CNRD de prendre une ordonnance pour obliger les hauts fonctionnaires à déclarer leurs biens. Le CNRD avec son président ont bien dit qu'il veut s'appuyer sur l'état de droit. Et l'état de droit, justement, ce sont les dispositions légales qui permettent de demander des comptes à tous ceux qui ont des responsabilités, partant du CNRD jusqu'aux membres des institutions, membres du gouvernement. Et puis, il faut voir que ça devrait arriver à notre sens jusqu'aux élus locaux. Nous avons vu des choses révoltantes à Cancan où un maire s'est approprié un espace pour massacrer le Milo, qui est un patrimoine de tout le pays et un patrimoine de l'Afrique, et sans que personne lui pose des questions, comment il a eu tous les milliards. Le président du CNRD va-t-il obliger les hauts fonctionnaires à déclarer leurs biens? Pour l'heure, rien n'est encore sûr, d'autant plus que lui-même ne l'a pas fait. Dr Casimir Monengo, c'est le nom du nouveau représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. Ce vendredi, le gouvernement guinéen ainsi que les partenaires techniques et financiers ont rendu un vibrant hommage à l'ancien représentant de l'OMS en Guinée. Professeur Kizerbo quitte la Guinée au terme de près de 5 ans de services loyaux. Ebola 1, fièvre Lassa, coronavirus et Ebola 2, Kizerbo sera aux côtés de la Guinée pour lutter efficacement contre ces maladies. On l'écoute. Je voudrais à ce moment aussi saluer l'arrivée du docteur Casimir et peut-être lui demander de venir ici à côté de moi. Docteur Casimir Manengou est désigné par Madame la directrice régionale de l'OMS pour assurer l'intérim du bureau de la représentation de l'OMS en Guinée. Et donc, je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Docteur Casimir est un Africain de la RDC. Nous sommes pratiquement de la même génération, à quelques années près. Il m'appelle grand frère, mais il a eu un parcours élogieux dans son pays, au niveau du terrain, au niveau de la coordination, au niveau de la prise de décision et aussi au niveau du travail avec les agences du système des Nations Unies, OMS, ONU-SIDA. Et il vient du bureau régional où il coordonnait la surveillance de la polio pour toute la région. Partenaire direct de l'OMS, le ministère de la Santé se souvient encore du travail acharné du diplomate de l'OMS en Guinée. Le secrétaire général du département a aussi exprimé les sincères satisfactions du gouvernement guinéen après 5 ans de service. On écoute Dr Sekou Kondé. Le ministère de la Santé, par ma voix, exprime toute sa reconnaissance au professeur Georges Alfred Kizerbo. Monsieur le représentant Casimir, je voudrais profiter de l'occasion pour vous souhaiter la bienvenue en terre africaine de Guinée et vous dire que le ministère de la Santé reste à votre disposition pour collaborer étroitement avec les axes prioritaires que nous avons établis ensemble dans la même dynamique, dans le respect des règles et des personnalités comme ce fut avec le professeur Kizerbo. Nul doute que cet appel sera entendu et que cet objectif sera comblé. Lancé il y a quelques jours à Conakry, l'atelier préparatoire de la prochaine rentrée scolaire a pris fin ce vendredi à Conakry. C'est une initiative du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Le but est d'assurer une rentrée digne de nom. Le compte-rendu de cette cérémonie de clôture, c'est avec Aminata Massiri Bangoura et Abdoulaye Kamara. Durant 4 jours,
Plus de 231 cadres du ministère de l'Éducation nationale ont participé à une concertation autour des questions fondamentales liées à la rentrée scolaire 2021-2022. L'objectif de cet atelier préparatoire est de réunir toutes les conditions nécessaires pour une rentrée scolaire réussie sur les plans pédagogiques, matériels et administratifs. Ce participant revient sur quelques résultats obtenus. Au terme de 4 jours d'intenses travaux et de débats fructueux, l'atelier a abouti à créer les filières littéraires et scientifiques au niveau de la 11e année dans tous les lycées dès le 21 octobre 2021. Engager la sensibilisation des élèves, parents d'élèves, enseignants et autorités locales sur la nécessité et l'importance de la création des filières. Inviter les DPE et DCI à sursoir à la création de nouvelles DSE et remonter les demandes de création au département en cas de nécessité. La secrétaire générale du MENA salue la réussite de ces journées de concertation. Vous êtes un maillon important de la chaîne des acteurs directs de l'école guinéenne, en vos qualités de représentants du corps enseignant et des parents d'élèves. Je voudrais donc saluer cette hauteur d'esprit dont vous avez su faire montre et vous rappeler que c'est ensemble, dans la sérénité et la culture d'un dialogue constructif, qu'il nous sera donné d'agir pour refonder notre système éducatif. Le secrétaire général du syndicat national de l'éducation se dit optimiste et propose au département d'axer ses travaux sur la formation des formateurs. Et nous pensons que cela va nous aider à ouvrir les classes sereinement, mais à penser également à la continuation des formations. Parce qu'il faut remettre en cause les enseignants pour que le niveau et la qualité de l'enseignement-apprentissage en République de Guinée connaissent un bon, non pas seulement quantitatif, mais qualitatif pour le bien du système éducatif guinéen. À la suite de cette rencontre, le MENA a rassuré les nouvelles autorités des dispositions prises pour une rentrée scolaire réussie. Il invite par ailleurs les enseignants à sensibiliser sur la sécurité sanitaire. Il faut dire que la secrétaire générale du SLEG, Kadiatou Ba, a mis cette occasion à profit pour inviter ses pairs à l'application stricte de toutes les décisions prises durant ces 4 journées de rencontres entre les cadres du système éducatif guinéen. Elle est au micro de Aminata Massiré Bangoura et Abdoulaye Kamara. Maintenant, nous sommes conscients et nous sommes encore beaucoup plus encouragés par rapport à une ouverture officielle crédible. Suite à ces 4 jours de travaux, nous avons constaté que réellement le MEPUA est en train de se préparer et est bien préparé pour une ouverture des classes paisible. Et ce que nous pouvons ajouter à ça, c'est que nous sommes encore dans cette pandémie de la Covid-19. Il faudrait que les propositions qui ont été prises ici, que ce soit des décisions, que ce soit appliqué au niveau de nos enseignants et au niveau de nos élèves. Elle a perdu son utérus et a eu une fistule obstétricale. Il s'agit là de la fille qui accuse des médecins de l'avoir violée dans leur clinique et soumise à l'avortement, une situation qui révolte les femmes leaders de Guinée. Ce vendredi, le département en charge du droit de l'homme et de l'autonomisation des femmes représenté par la chef de cabinet était au chevet de la victime, une manière pour elle d'apporter tout son soutien. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. Des agents de santé auraient tenté de violer une jeune dame. La victime se trouve aujourd'hui hospitalisée au CHU de Ignace Dine dans une situation critique après 5 opérations qui se sont soldées par l'ablation d'une bonne partie des intestins qui étaient nécrosés. La situation irrite des activistes des droits de l'homme. C'est une situation révoltante. Nous saluons son courage car, comme vous le savez, avec les pesanteurs socioculturels, certaines femmes n'arrivent pas à dénoncer les abus dont elles sont victimes. Et pour sa part, elle a eu le courage de dénoncer ces bourreaux. C'est une bonne chose. Nous invitons toutes les femmes à faire de même.
Ce viol aurait surtout abouti à une grossesse que d'autres médecins ont interrompue via une césarienne, alors que la victime n'est enceinte que de quelques semaines. Un avortement clandestin qui a fait perdre la jeune dame son utérus. Le bourreau risque une sanction pénale. Nous avons reçu une patiente qui a été opérée dans la périphérie. Et je pense que ces gestes qui ont été faits dans la périphérie ne font pas honneur au sacerdoce qui est la médecine. Je vous assure, lorsqu'on piétine le serment d'Hippocrate, lorsqu'on piétine le sacerdoce qui est la médecine, il va sans dire que c'est une honte pour la corporation. Mais nous avons essayé de corriger le tir. L'avocate de la victime, après avoir assisté la famille sur la procédure légale en vue de porter plainte et mettre main sur les bourreaux, informe l'opinion sur ce fait d'une gravité extrême et attire l'attention des nouvelles autorités sur des cas de viol devenus récurrents dans notre société. Il a fallu que des personnes de bonne volonté boostent ce dossier pour que aujourd'hui des personnes soient interpellées. Je pense que dans un état normal, ce qui est arrivé comme ça ne serait pas arrivé. Donc il faut qu'on comprenne qu'en Guinée, on n'est pas dans un pays normal et qu'il va falloir qu'on soit dans un pays normal si on veut continuer à sauver les vies des Guinéens. Nous allons veiller à ce que les autorités judiciaires disent le droit et que ces bourreaux soient traduits devant la justice et qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Les 3 médecins arrêtés sont détenus à la gendarmerie de Bellevue en attendant la fin des enquêtes. Les premières journées scientifiques de la Société guinéenne de cardiologie se tiennent à Conakry du 14 au 15 octobre 2021 avec pour thème Cœur et Covid. Cette rencontre des experts de la santé vise à échanger sur les facteurs de réduction des crises cardiovasculaires. Justin Leno, Antoinette Dédé Onivogui, Ibrahima Sori Kamara. Il s'agit de la toute première rencontre des cardiologues guinéens. Au nombre de 12 sur toute l'étendue du territoire national, ces spécialistes de la santé du cœur se disent soucieux de la survie de leur corporation. Apparemment, ils pensent trouver une solution en organisant cet échange d'expériences. Nous avons créé ce club cardio guinéen pour rentrer dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. La sensibilisation, la formation scientifique, la formation continue des cardiologues et des médecins généralistes, et suivre l'évolution de la cardiologie dans le monde du point de vue technique et technologique et participer à la vulgarisation. En Guinée, 60% de la population souffre des maladies cardiovasculaires, étant donné que le pays ne dispose que d'un seul centre de cathétérisme cardiaque. Les malades se présentent rarement et nous savons que l'hypertension artérielle est une maladie qui provoque des complications rénales, des complications cardiaques, des complications ophtalmologiques et des complications cérébrales par des accidents vasculaires cérébraux. À l'issue de ces journées scientifiques, des formations continues seront initiées à l'intention du personnel de santé. L'objectif visé est de gonfler le nombre de cardiologues dans le pays. Vous savez que les patients qui présentent des maladies cardiovasculaires sont des sujets qui sont vulnérables à l'infection. Ce sont ces sujets qui font les formes graves et qui décèdent des suites de la Covid-19. Les participants y voient un intérêt. Pour rappel, des avancées majeures ont déjà été enregistrées dans le secteur de la cardiologie en Guinée. Ce congrès nous a permis d'échanger, de présenter d'abord notre bijou qui est la salle de cathétérisme cardiaque qui vient à point nommé. Et actuellement, on n'avait pas de salle de cathétérisme cardiaque. Tous nos malades qui faisaient des infarctus du myocarde, qui faisaient des syndromes coronariens, beaucoup étaient évacués dans les pays maghrébiens ou bien dans la sous-région pour faire la coronarographie. Cette rencontre des experts de la santé a été close par des exposés sur le diagnostic des hypertensions artérielles, la prévention des maladies cardiovasculaires et la mise en place des diplômes d'études spécialisés en cardiologie ont été faites comme recommandation. La glace au prix d'or au port des Koba, c'est à Dubreka, une cherté due au manque de frigo de glace dans ce port. Une situation qui préoccupe les vendeuses de poissons de cette localité et les pêcheurs appellent donc l'État à faire face à leurs préoccupations. Rosaline Goto-Mounemou commente les images de Amara Alex Silla. Nous sommes au débarcadère de Koba, dans la préfecture de Dubreka. Ici, la glace est vendue à un prix exorbitant.
Une situation qui pénalise les vendeuses de poissons dans cette sous-préfecture. Nous souffrons par manque de glace. Souvent, nous gagnons beaucoup de poissons. Si nous n'avons pas de glace pour mettre dessus, ça devient une perte pour nous. Dans chaque port, il devrait y avoir un frigo de glace. Le débarcadère manque de frigo. La glace utilisée pour la conservation du poisson provient de Conakry. Une situation occasionnée par le manque d'électricité dans la localité. Le problème de frigo fatigue les vendeurs de poissons. Des fois, nous pêchons beaucoup, mais nous n'avons pas de moyens de conservation. Il faut que les véhicules partent à Conakry pour acheter de la glace et la revendre. Cela est dû au manque de courant. Le manque de glace traduit le non-écoulement rapide des poissons. Les pêcheurs sont conscients de cet état de fait, une réalité qui affecte l'économie des pratiquants dans le secteur. Nous avons souvent signalé ce manque de frigo et les gens nous l'ont promis en vain. Nous avons beaucoup de difficultés. Il faut que les autorités nous viennent en aide. Il reste à savoir à quand la fin du calvaire des vendeuses de poissons au débarcadère de Koba qui manquent de lieux de conservation de leurs produits. En attendant, elles devront prendre leur mal en patience. Lancé depuis 2018, le grand concours Jeunes Entrepreneurs relance ses activités. L'objectif de cette lutte et de cette initiative est de lutter contre le chômage chronique des jeunes et la migration irrégulière. C'est une initiative qui motive des jeunes actifs dans l'entrepreneuriat. Il leur a été d'ailleurs offert 7 jours de formation en technique d'élaboration de plans d'affaires avant le démarrage effectif de toutes les activités. Marissa Camara et Ibrahima Sori Camara pour le compte-rendu. Le grand concours Jeunes Entrepreneurs, lors de sa première édition, a mobilisé plus de 518 jeunes à travers tout le pays. Parmi ce nombre, 26 ont bénéficié de la formation et 8 ont compétit. Cette initiative consiste, selon l'organisateur, à occuper les jeunes tout en mettant leur expérience au profit d'une indépendance économique. Et cette année, on a couvert les 4 régions administratives, Kindia, Conakry, Mamou, Bokeh. Et voilà, donc ces jeunes, ils ont été présélectionnés sur 400 jeunes. Donc ils sont au nombre de 14, 3 par région administrative, 5 à Conakry. Donc ils sont arrivés depuis quelques jours à Conakry. Ils ont eu une formation pendant une semaine avec ITC en technique d'élaboration d'un plan d'affaires. Pour sa deuxième édition, ils sont 14 jeunes à bénéficier de cette formation. Fatoumata Bayloba, l'une des participantes porteuses du projet La formation du maïs, dit avoir appris pas mal de choses. Cette formation est très intéressante et très enrichissante parce qu'elle m'a permis de peaufiner mon projet. Et donc, durant la formation, j'ai eu à vraiment apprendre les notions de base sur comment vraiment expliquer mon projet aux investisseurs, comment le présenter. Le formateur se sent fier d'avoir partagé son expérience sur la technique d'élaboration d'un plan d'affaires. Cette formation pour ces jeunes, ça représentera un potentiel assez énorme pour eux. Lorsqu'on a commencé le premier jour et à la fin, tout ce qu'ils ont pu acquérir dans le cadre de cette formation, et notamment le fait que ça puisse les servir de façon exponentielle lors de la présentation du concours au niveau du pitch. Pour accompagner les jeunes entrepreneurs, le directeur général adjoint du groupe Sonoco est perçu comme un modèle réussi dans le monde des affaires par les organisateurs du grand concours Jeunes Entrepreneurs. J'ai beaucoup échangé avec eux sur les risques d'entreprendre, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on devient entrepreneur, et comment aussi, j'ai aussi partagé avec eux quelques clés de réussite, comment ils doivent faire pour réussir aussi. Après cette première étape portant sur des échanges fructueux sur l'entrepreneuriat jeune, les participants s'engagent à acquérir de l'expérience auprès de nombreux jeunes dont le parcours est impressionnant dans ce monde d'affaires. Merci donc Marissa Camara. La Guinée pourrait organiser un gala de charité en boxe. C'est un projet d'un jeune Guinéen vivant à l'étranger. Mas Bari est ce jeune qui voudra organiser le 10 gala de boxe international qui va connaître la présence de nombreuses légendes de la boxe mondiale. C'est le cas de Mike Tyson et il espère également mettre en place une académie de boxe en Guinée. Suivez le reportage de Mohamed Sissé et Abdoulaye Silla.
Cela fait plus d'une 50aine d'années que l'Afrique n'a pas connu un combat international de grande envergure. Cela depuis celui qui a opposé Mohamed Ali à George Foreman. La Guinée pourrait mettre un terme à cette disette à travers un de ses fils. Cet amoureux du sport de combat envisage de permettre à son pays de bénéficier de ce gala de boxe. Elles évoluent dans ce milieu depuis quelques années maintenant. J'ai pensé à organiser un gala de boxe d'envergure mondiale en Guinée, chose qui n'a pas eu lieu en Afrique depuis maintenant une 50aine d'années à peu près. On se souvient toujours du combat qui avait opposé Mohamed Ali et George Foreman au Congo en 1974. Donc c'est cette chose-là que je souhaiterais bien reproduire en Afrique, puisqu'aujourd'hui j'ai les contacts qu'il faut et j'ai les athlètes qu'il faut pour pouvoir faire ça. Et je me suis dit pourquoi aller le faire ailleurs et ne pas le faire dans mon pays. Donc c'est de là que l'idée a germé. C'est un secret de polichinelle que la Guinée n'a pas de boxeurs professionnels. Le sport n'est pas simplement un spectacle, il est aussi un instrument de marketing. Si ce gala de boxe venait à voir jour, il connaîtrait la participation de plusieurs figures de proue en la matière. Masbari dévoile l'identité de quelques boxeurs internationaux. Les boxeurs étrangers viendront de la France, des États-Unis, de l'Asie et de l'Angleterre. En main event, par exemple, je voudrais bien que l'on ait ici un certain Carlos Takam, c'est le champion du monde de boxe, de poids lourd. Donc ça va l'opposer à un adversaire que nous avons déjà, on va dire, dont on a pris contact, un certain Oscar Rivas. L'idée, c'est en dessous de cette carte qu'on appelle le main event, parce que dans la boxe, pour comprendre un petit peu comment ça marche, quand on parle d'un gala de boxe, il y a plusieurs combats qui vont avoir lieu dans la soirée. Alors le main event, plus 10 autres combats, dont 8 vont être des combats professionnels et 2 autres combats amateurs. Parce que fort malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas de boxeurs professionnels. La Fédération guinéenne de boxe traverse des périodes difficiles. En dépit de tout cela, cet observateur de la boxe pense que les nouvelles autorités doivent se pencher pour mettre les choses dans leur contexte. Et aujourd'hui, fort malheureusement, j'ai appris qu'il y a, on va dire, des difficultés au sein de la fédération. Mon souhait le plus ardent, c'est à ce que les autorités qui vont être mises en place prochainement puissent prendre les responsabilités pour amener les acteurs à la raison. L'idée de cette initiative a d'ores et déjà été approuvée par les autorités sportives du pays. Si tout se passe comme prévu, cet amoureux du sport de combat espère matérialiser ce projet d'ici la fin de l'année en cours. Vous nous regardez à Binikala, Balizia, Bofosu, Djimankweidou et c'est à Massanta, Vasseredou, Clodou et partout dans le monde. Merci de votre attention. On se retrouve encore demain à 22h et d'ici là, les programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.